J'étais à mi-chemin sur le pont quand mon téléphone a sonné, le bourdonnement de la circulation de fin de soirée tout autour de moi, les phares zébrant le pavé parisien humide. Le nom de grand-mère Jeanne s'est affiché sur l'écran, et pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'elle appelait juste pour prendre de mes nouvelles, comme elle le faisait toujours. J'ai appuyé sur le bouton vert et porté le téléphone à mon oreille. Sa voix tremblait, douce mais lourde de sous-entendus. « Comment te sens-tu, ma chérie? Un peu mieux après le mariage ?» Mes mains se sont crispées si fort sur le volant que le cuir a grincé sous mes paumes. « Le mariage ?» ai-je demandé, ma voix plus sèche que je ne l'aurais voulu. « Grand-mère, quel mariage ?» Le silence, juste le son de sa respiration changeante à l'autre bout du fil, puis les mots qui m'ont fendu en deux. « Ta sœur, Victoire, elle s'est mariée le week-end dernier. Une grande cérémonie, tout le monde était là. Tes parents m'ont dit que tu n'étais pas invité parce qu'ils craignaient que tu ne crées des problèmes. » Le pont est devenu flou un instant. Je n'entendais plus les klaxons derrière moi, ne sentais plus le mouvement de la voiture sous moi. Tout ce que j'entendais, c'était cette seule phrase qui martelait mon crâne. Il craignait que je ne crée des problèmes. Ma gorge me brûlait comme si quelque chose de tranchant s'y était logé. « Grand-mère » ai-je murmuré, mais le mot s'est brisé dans ma bouche. Je ne savais même pas. Elle a expiré, un son qui ressemblait à une défaite, et a murmuré qu'elle pensait que je méritais de savoir la vérité. Quand l'appel s'est terminé, je suis restée assise là, sur le siège conducteur, le monde extérieur continuant comme si rien n'avait changé. Mais le mien s'était fracturé en plein milieu. Je me suis garée sur la bande d'arrêt d'urgence, le cœur battant trop vite pour continuer à conduire. Les voitures passaient à toute vitesse, leurs pneus crachant de l'eau, mais tout ce que je pouvais voir, c'était ces images que je n'avais même pas encore vues. Victoire dans sa robe de dentelle, mes parents rayonnants, des coupes de champagne levées bien haut, et moi, effacée. Pas oubliée, pas négligée, délibérément effacée. J'ai serré le volant jusqu'à ce que mes jointures blanchissent. Mes parents avaient toujours trouvé des moyens de me rabaisser, mais ceci, c'était la preuve finale. Ils ne m'avaient pas simplement exclu d'un dîner ou d'une conversation, ils m'avaient sculpté hors d'un souvenir qui vivrait pour toujours. Quand j'ai finalement redémarré la voiture, mes yeux me piquaient si fort que je devais cligner des yeux à travers le flou des larmes et des feux arrière. Au moment où j'ai atteint mon appartement, les lumières de la ville semblaient plus froides que jamais. Je n'ai même pas pris la peine d'allumer la lampe. J'ai jeté mes clés sur le comptoir et me suis effondrée sur le canapé, mon téléphone encore lourd dans ma main. Instagram brillait dans l'obscurité. Mon doigt a hésité, tremblant, mais j'ai tapé quand même. La première image m'a arrêtée net, comme une gifle. Victoire sous un lustre en cristal, son voile tombant en cascade dans son dos, mon père à ses côtés, la poitrine bombée de fierté. Ma mère, les mains sur les lèvres, des larmes brillant dans ses yeux comme si c'était l'apogée de sa vie. La légende disait « famille parfaite ». Je me suis mordu si fort l'intérieur de la joue que j'ai senti le goût du sang. Famille parfaite. Où étais-je dans cette perfection? J'ai fait défiler à nouveau. Des tables et des tables drapées de soie, des parents souriant à l'appareil photo, des cousins que je n'avais pas vus depuis des années, des voisins de Versailles qui me faisaient signe quand j'allais à l'école. Chaque visage familier, chaque visage sauf le mien. Il ne s'agissait pas seulement du mariage, c'était clair comme le sel de mes propres larmes me piquait les lèvres. C'était la confirmation de ce que je savais. Depuis des années, au plus profond de mon estomac. Dans la famille Adams, j'étais jetable. Des souvenirs que j'avais enfouis remontaient comme des fantômes dans le noir. Je me suis revue à 9 ans, debout à côté de mon père à la fête du village. Victoire avait supplié pour participer à un concours de beauté et il l'avait conduite à 2 villes de là, acclamant son nom si fort que les autres parents se sont retournés pour le regarder. Elle a remporté la 2e place et il l'a hissée sur ses épaules, proclamant qu'elle était destinée à de grandes choses. J'avais tenu un ruban de concours d'orthographe ce matin même, 1re place. Personne n'avait demandé, personne n'avait applaudi. Au lycée, je m'étais habituée à disparaître. Victoire flottait dans les couloirs en uniforme de pom-pom girl, les rires la suivant comme un parfum, tandis que je passais mes nuits à la bibliothèque, courant après les bonnes notes comme si c'était de l'oxygène. Lorsque ma lettre d'acceptation à HEC Paris est arrivée, avec une bourse complète, j'avais sprinté jusqu'à la maison, le cœur débordant de joie, seulement pour entendre mon père marmonner « Bien pour toi », avant de se replonger dans la section des sports du journal. Ma mère avait souri distraitement, me demandant si je serais à la maison le week-end pour conduire Victoire à ses entraînements. La douleur de cet instant ne m'a jamais quittée. Pas plus que le Noël où je me suis levée pour annoncer une promotion au travail, seulement pour que mon père me coupe la parole et félicite Victoire pour avoir décroché un nouveau client dans son agence de communication. Les applaudissements qui avaient suivi m'avaient écrasé plus que le silence n'aurait jamais pu le faire. Maintenant, des années plus tard, assise seule dans mon appartement parisien, fixant la lueur des photos de la famille parfaite de Victoire, je sentais ces mêmes applaudissements résonner dans mes oreilles. Mais cette fois, ce n'était pas de la tristesse qui me remplissait. C'était quelque chose de plus dur,
de plus brûlant. Il m'avait cataloguée comme la fauteuse de troubles, dit que je gâcherais la journée, que je n'avais pas ma place. Mes lèvres se sont tordues en un sourire amer alors même que mes yeux me brûlaient. Si c'était le rôle qu'il voulait que je joue, peut-être que je le jouerais. Mais pas de la manière à laquelle il s'attendait. J'ai repoussé mon téléphone et pressé mon front dans mes mains. Les mots de mon père résonnaient des profondeurs de ma mémoire, des mots qu'il avait répétés à chaque occasion. Tu n'auras jamais un mariage heureux, personne ne te supporterait. J'ai laissé la douleur persister un dernier souffle, puis j'ai levé mon regard vers la fenêtre sombre où mon reflet me fixait. La bague en diamant à ma main gauche a capté un éclat de lumière de la rue. La bague que personne dans ma famille n'avait même remarqué, le secret qu'ils ne se souciaient jamais de demander. Un rire, bas et sec, a glissé de mes lèvres. Ils m'avaient rayé de leur histoire. Très bien. Mais la mienne n'était pas terminée. S'ils pensaient que je passerais ma vie effacée, ils n'avaient aucune idée de qui j'étais vraiment. La voix de mon père résonna de nouveau dans mon crâne. Tu n'auras jamais un mariage heureux. Mais j'ai murmuré dans le silence de mon appartement, un vœu pour moi-même. On verra bien. La lumière matinale à Paris filtrait, pâle, à travers mes stores, donnant au mur de mon appartement une teinte grise délavée. J'étais assise à la table de la cuisine avec une tasse de café qui refroidissait dans mes mains, mais mon estomac était trop noué pour avaler ne serait-ce qu'une gorgée. Mon téléphone était face contre table sur le comptoir, pourtant je sentais son poids m'attirer, me défiant de vérifier à nouveau, de voir les photos sans fin d'un mariage auquel je n'avais jamais été invitée. Je me suis dit de respirer, de passer à autre chose, mais la vérité brûlait trop fort. Ma sœur avait descendu une allée en dentelle sous des lustres de cristal pendant que j'étais assise ici, invisible. Mes parents avaient applaudi, porté un toast, souri pour des photographies qui vivraient éternellement, tandis que j'étais qualifiée de fauteuse de troubles, effacée de l'histoire. En fin d'après-midi, je ne supportais plus le silence. J'ai attrapé mes clés, enfilé un manteau et j'ai conduit. Mes jointures blanchissaient sur le volant tandis que les toits de la ville défilaient en flou. Je n'ai même pas eu besoin de réfléchir où j'allais, ma voiture connaissait le chemin. 15 minutes plus tard, j'entrais dans la longue allée circulaire de la maison de mes parents à Versailles. La maison avait l'air aussi impeccable que jamais, des haies taillées et des volets blancs brillants comme si elle avait été préparée pour un magazine. Des pots de fleurs encadraient le porche et le heurtoir en laiton brillait comme de l'or sous la lumière hivernale. Elle paraissait chaleureuse, accueillante, même si à l'intérieur, je ne m'y étais jamais sentie chez moi. La porte s'est ouverte après la deuxième sonnerie. Ma mère, Hélène, se tenait là, dans un chemisier crème et un pantalon, un torchon drapé sur son épaule. Son sourire était forcé, du genre qu'elle utilisait à l'église quand elle voulait que les gens croient que tout allait bien. « Rachel, dit-elle doucement, presque surprise. Qu'est-ce que tu fais ici ? » Je suis entrée sans répondre. L'odeur familière d'ail et d'oignons s'échappant de la cuisine. Ma poitrine était serrée, mais ma voix est sortie stable. Pourquoi personne ne m'a dit que Victoire se mariait ? Le torchon se tordait entre ses mains. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, se sont refermées, puis se sont rouvertes. Ma chérie, nous pensions que tu ne voudrais pas être dans une si grande foule. Tu n'as jamais aimé ce genre d'événement. Un rire sec m'a échappé, résonnant dans le couloir. Vous avez décidé pour moi. Vous m'avez effacé parce que c'était plus facile que de me laisser exister dans votre petite image parfaite. Des pas lourds ont retenti sur le parquet, et mon père est apparu du salon. Charles Adams, les lunettes perchées bas sur son nez, son expression déjà dure comme de l'acier. Qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi élèves-tu la voix dans ma maison ? Je me suis tournée vers lui, mon souffle tremblant même mes mots féroces. Dis-moi pourquoi je n'ai pas été invitée. Sa mâchoire s'est crispée. Il a jeté un regard à ma mère, puis de nouveau à moi, les yeux comme des lames. Tu veux la vérité ? Parce que tu aurais tout gâché. Victoire méritait sa journée sans que tu fasses une scène. Nous devions la protéger, et protéger notre réputation. Le sol semblait basculer sous mes pieds. J'ai cligné des yeux, stupéfaite, même si une partie de moi l'avait toujours su. Tu penses que j'aurais tout gâché ? Tout ce que je voulais, c'était être là. Je suis sa sœur. Ses lèvres se sont pressées en une ligne fine et dédaigneuse. Au cercle, à l'église, tout le monde sait à quel point tu es difficile. Nous ne pouvions pas prendre ce risque. J'ai reculé d'un pas, le souffle court, mais avant que je puisse parler, une voix a flotté, froide et désinvolte, depuis l'escalier. Honnêtement, c'était un soulagement de ne pas t'avoir là. Victoire est descendue lentement, ses cheveux relevés en un chignon élégant, un cardigan en soie drapé sur ses épaules comme une couronne. Elle m'a toisé avec un sourire narquois qui dégoulinait de satisfaction. Tu aurais rendu les choses gênantes. Tout le monde sait que tu ne t'intègres pas dans ce monde. Les mots ont tranché plus proprement que n'importe quel couteau. Ma poitrine s'est resserrée alors que je la fixais, cette fille avec qui j'avais autrefois construit des forts en couverture, à qui j'avais murmuré des secrets sous notre couette partagée. Maintenant, elle me regardait comme si j'étais une étrangère mendiante de miats.
Tu m'as exclu, ai-je murmuré, la gorge rauque. Tu t'es assuré que je ne sois même pas une pensée secondaire. Son sourire s'est incurvé cruellement. C'était mieux comme ça. Le silence qui a suivi était pesant. Ma mère tordait le torchon entre ses mains, son regard allant de l'une à l'autre comme si elle voulait arrêter l'hémorragie mais ne savait pas comment. L'expression de mon père ne s'est pas adoucie une seule fois. Puis, comme pour enfoncer le couteau plus profondément, il a gloussé sous sa barbe, secouant la tête comme si j'étais une enfant faisant une crise de colère. Sois sérieuse, Rachel. Tu ne te marieras jamais. Tu n'as pas ça en toi. Les mots ont frappé avec la force d'un coup de poing. Pendant des années, j'avais avalé leurs affronts, me convainquant que si j'accomplissais plus, si je travaillais plus dur, ils me verraient peut-être. Mais voilà, tout était exposé. Leur jugement, final et sans pitié. Quelque chose en moi s'est calmé. Le tremblement de mes mains s'est arrêté. Mon dos s'est redressé et ma voix est sortie calme, plus stable que je ne me sentais. Alors n'attendez pas d'invitation au mien. La pièce s'est figée. La bouche de ma mère s'est ouverte, ses yeux écarquillés de choc. Le sourire narquois de mon père a vacillé, bien qu'il ait essayé de le masquer avec dédain. Victoire a cligné des yeux, sa suffisance se fissurant une fraction de seconde avant de se durcir à nouveau. Je n'ai pas attendu leur réponse. J'ai tourné les talons, mes chaussures claquant contre le parquet poli, et j'ai ouvert la porte. Ma mère a appelé mon nom, doucement, presque suppliante, mais je ne me suis pas arrêtée. L'air du soir a frappé mon visage, frais et pur comparé au poison à l'intérieur. J'ai descendu les marches du porche, la poitrine haletante. Derrière moi, un rire léger flottait de la maison, aussi aigu et cruel que jamais. En glissant dans ma voiture, j'ai agrippé le volant et j'ai fixé les fenêtres éclairées de la maison à laquelle je n'avais jamais appartenu. La lumière du porche brillait comme un phare pour tout le monde, sauf pour moi. J'ai démarré le moteur, mon reflet pâle dans le rétroviseur, mais mes yeux étaient différents maintenant. Plus durs, plus clairs. Pour la première fois depuis des années, je voyais de la détermination me regarder en face. Le trajet de retour vers la ville s'est estompé dans un flou de lumière de rue, mon cœur battant au rythme des pneus sur l'asphalte. Leurs mots résonnaient encore. Tu ne te marieras jamais, tu n'as pas ta place, tu es une fauteuse de troubles. Mais sous la douleur, quelque chose de féroce s'est déployé dans ma poitrine. J'ai jeté un coup d'œil à la bague en diamant qui brillait faiblement à mon doigt. Le seul secret qu'il n'avait jamais pris la peine de remarquer. Un sourire, amer et triomphant, s'est dessiné sur mes lèvres. Ils verront, ai-je murmuré dans la nuit. Ils verront à quel point ils avaient tort. De retour dans mon appartement, le silence pesait sur moi comme une autre série de murs. J'ai laissé tomber mes clés sur le comptoir et me suis enfoncé dans le canapé, la bague à ma main gauche captant la faible lueur du lampadaire extérieur. Je la faisais tourner lentement, sentant le poids du diamant, la promesse qu'il contenait. Il ne l'avait même pas remarqué. Durant tous ces dîners, ces vacances, ces après-midi gênants où ma mère demandait si je voyais quelqu'un et où je répondais à peine, la vérité était là, sur ma main, brillant à la vue de tous, et il ne s'en était jamais soucié. J'ai penché la tête en arrière contre les coussins, la poitrine douloureuse. Pendant des années, j'avais gardé Étienne secret, loin d'eux, non pas parce que j'avais honte, mais parce que je savais comment ça se passerait. Des moqueries, des comparaisons, une remarque cinglante pour me rappeler que je ne serais jamais Victoire. Mais maintenant, assise ici dans le noir, je réalisais que j'en avais fini de me cacher. J'ai fermé les yeux et le souvenir de ma première rencontre avec Étienne est revenu comme un baume. Deuxième année à HEC Paris. L'amphithéâtre était bondé de 200 étudiants, le professeur débitant des diapositives sur l'offre et la demande. Mon stylo crissait furieusement sur le papier, désespéré de suivre le rythme, quand un bout de papier plié a atterri sur mon cahier. Surprise, je l'ai ouvert. Un graphique soigneusement dessiné me fixait, les lignes plus nettes que celles du projecteur. En bas, une note, on dirait que vous travaillez plus dur que le professeur. Je me suis retournée et il était là, un grand type aux cheveux châtains et aux yeux vert vifs, me souriant comme si nous avions déjà partagé une blague. C'était Étienne. Après ça, il semblait apparaître partout. Groupe d'études à la bibliothèque, pause café tardive, session de révision marathon avant les examens. Il n'était pas comme les autres étudiants en finance qui se pavanaient grâce au nom de leur père. Il respectait le travail acharné. Il me respectait. Quand je lui ai parlé de la bourse qui m'avait permis d'être là, il n'a pas minimisé l'exploit. Quand mes parents ont oublié d'appeler après que j'ai remporté un prix, il est arrivé à ma résidence universitaire avec des plats chinois à emporter et un sourire qui ne m'a jamais fait sentir petite. Des années plus tard, quand il m'a demandé de l'épouser, ce n'était pas lors d'une grande démonstration publique. Nous étions assis dans son élégant appartement du centre de Paris, une bouteille de vin à moitié vide entre nous. Il a tendu la main à travers le canapé, a glissé la bague à mon doigt et a dit « Rachel, je me fiche de ce que le monde pense. Je sais juste que je ne veux pas d'un autre jour sans toi. » Les larmes étaient venues rapidement, non pas de tristesse,
mais de soulagement. Pour une fois, quelqu'un me voyait. Pas comme la fauteuse de troubles de la famille, pas comme l'ombre de Victoire, mais comme quelqu'un qui valait la peine d'être choisi. Le son d'une clé dans la serrure m'a tiré de mes souvenirs. La porte s'est ouverte et Étienne est entré, desserrant sa cravate, sa veste jetée sur une épaule. Ses yeux ont immédiatement trouvé les miens. En deux enjambées, il était à côté de moi, écartant une mèche de cheveux de mon visage. « Journée difficile ?» a-t-il demandé doucement. J'ai laissé échapper un rire qui s'est brisé sur les bords. C'est une façon de le dire. Il s'est assis à côté de moi, son bras s'enroulant autour de mes épaules, me réconfortant. « Raconte-moi. » Les mots ont jailli plus vite que je ne le pensais. L'appel tremblant de ma grand-mère, les photos en ligne, les visages froids de mes parents, la déclaration cruelle de mon père selon laquelle je n'aurais jamais un mariage heureux. Chaque phrase était comme du verre quittant ma gorge. Au moment où j'ai terminé, la pièce était lourde de silence, rompue seulement par le bourdonnement du réfrigérateur. Étienne n'a pas interrompu. Il a juste tenu ma main, son pouce traçant des cercles contre ma peau, me laissant me défaire sans jugement. Finalement, il a parlé, la voix calme, « Ils n'ont pas le droit de te définir. Ils ne l'ont jamais eu. » Les larmes brûlaient derrière mes yeux, mais je ne les ai pas combattues. Je me suis appuyée contre lui, m'imprégnant de la chaleur de quelqu'un qui ne me voyait pas comme un fardeau. Pour eux, je ne suis rien, ai-je murmuré. Sa mâchoire s'est tendue. Il a levé ma main gauche, le diamant captant la faible lumière. Alors nous n'avons pas besoin d'eux. Quand le moment viendra, quand nous nous tiendrons devant les gens qui nous aiment, nous choisirons qui mérite d'être là. J'ai fixé la bague, la promesse qu'elle portait. Pendant des mois, je m'étais accrochée à des bribes d'espoir que ma famille puisse enfin me voir. Mais là, Étienne m'offrait quelque chose de différent, la liberté. J'ai serré sa main, une étincelle de force naissant dans ma poitrine. Il a souri, ce sourire constant qui m'avait porté à travers chaque tempête, et a embrassé le sommet de ma tête. Le reste de la soirée s'est déroulé dans un calme qui ne semblait pas pesant. Nous avons commandé à dîner mais avons oublié de manger. Nous nous sommes assis, la télévision murmurant en arrière-plan, son bras autour de moi, ma respiration ralentissant enfin. Le chaos de ma famille bourdonnait faiblement dans mon esprit, mais il ne semblait plus être le centre de mon monde. Plus tard, alors que nous étions allongés dans le lit, ces mots résonnaient dans ma tête. Pour la première fois, l'idée d'un mariage ne semblait pas être un rêve que je n'atteindrais jamais. C'était comme un vœu attendant d'être accompli, un jour où je me tiendrais droite et déciderais qui avait mérité le droit d'en être témoin. Et je savais, sans l'ombre d'un doute, que certains visages ne seraient pas là. Le lendemain matin, la lumière du soleil inondait mon bureau, se posant sur le bord de ma tasse de café et les coins des feuilles de calcul éparpillées devant moi. Mon équipe était regroupée autour de la table de conférence, tendue. Un client valant des millions menaçait de se retirer à moins que nous ne stabilisions son portefeuille avant la clôture du marché. Je me tenais à la tête de la table, ma voix calme alors que je leur expliquais une nouvelle stratégie. Réorienter les ressources ici, couvrez l'exposition là. Appelez le client directement pour le rassurer, nous sommes déjà en train d'exécuter le plan. Pendant 2 heures, j'ai commandé la salle, recalculant, dirigeant, apaisant la panique. Et quand le marché a clôturé, nous avions inversé la tendance. Le PDG, Michel Legrand, m'a intercepté dans le couloir alors que je quittais la salle de réunion. Grand, sévère, rarement enclin aux éloges, il a posé une main sur mon épaule. Citate on Leadership de Manuel, Rachel. Vous nous avez tous épargné un mal de tête. Continuez comme ça, et je vois un avenir très clair pour vous ici. Ces mots ont allumé quelque chose en moi qui avait longtemps été affamé, la reconnaissance, donnée librement. Je l'ai remercié, forçant ma voix à rester neutre, mais à l'intérieur, une petite flamme de fierté brûlait. Pourtant, même dans cette victoire, j'ai pensé au dîner de famille à Versailles. Chaque dimanche, j'essayais de partager des bribes de mon travail, seulement pour être interrompu par mon père avec un dédaigneux. Assez parlé de feuilles de calcul, laissons Victoire nous parler de son gala. Ma mère rayonnante, ma sœur souriant narquoisement, mes mots se réduisant au silence. Plus maintenant. Ce soir-là, en sortant du bureau dans l'air vif de Paris, j'ai attrapé mon téléphone. Le diamant a de nouveau brillé, un rappel silencieux. Mes parents avaient peut-être ri. Mon père m'avait peut-être dit que je ne me marierais jamais. Mais la vérité était déjà sur mon doigt. Il n'avait aucune idée de ce qui allait arriver. Je me suis arrêtée sur le trottoir, la ville bourdonnant autour de moi, et j'ai murmuré dans le crépuscule. Nous verrons bien qui aura le dernier mot. Le bureau sentait encore légèrement le café brûlé et l'encre d'imprimante quand je suis arrivée le lendemain matin, serrant mon sac d'ordinateur plus fort que d'habitude. Les conversations se sont tues à mon passage, non par manque de respect, mais parce que les murmures sur le mariage glamour de Victoire avaient déjà atteint mes collègues. Je pouvais les entendre. Tu as vu les photos? Cette salle de bal était incroyable. J'ai baissé les yeux,
me forçant à entrer dans mon bureau d'angle avant que la bile ne me monte à la gorge. À 10 heures, je dirigeais une autre réunion de crise, une équipe d'analystes attendant mes directives. Leurs yeux passaient des écrans à mon visage, et pendant un instant, j'ai ressenti cette vieille douleur. Avec quelle facilité je pouvais commander le respect dans une salle de conseil, et pourtant jamais à la table de mes parents. J'ai tracé des lignes sur le graphique, souligné les risques, donné des instructions. La confiance a inondé ma voix, bien que je me sente vide à l'intérieur. Au moment où nous avons terminé, Michel, le PDG, est passé, me tapotant l'épaule. Excellente maîtrise de soi, Rachel. Nous aurions été coulés sans vous. Ces mots m'ont réchauffé une seconde, mais ensuite une autre voix s'est immiscée dans ma tête, celle de mon père, froide et définitive. Tu n'auras jamais un mariage heureux. Je suis resté tard, contemplant le paysage urbain à travers les baies vitrées. C'est alors que je l'ai vu, une notification clignotant sur mon téléphone. Une publication Facebook de ma mère. La légende dégoulinait de bien-pensance. Le cœur d'un parent se brise quand un enfant choisit la distance, mais parfois, pour le plus grand bien de la famille, nous devons laisser aller. Ma poitrine s'est resserrée alors que je faisais défiler les dizaines de commentaires alignés en dessous. Des femmes de la paroisse offrant des prières, des voisins gloussant de sympathie. Certains ont même ajouté leur propre coup de couteau, elle a toujours semblé difficile. Pauvre Victoire, elle mérite la paix. Mes doigts tremblaient sur l'écran. Il ne se contentait pas de m'effacer en privé, il me peignait comme la méchante en plein jour. Ma gorge brûlait d'humiliation, puis de rage. Ce soir-là, je me suis retrouvée dans l'appartement d'Étienne au centre de Paris, la ligne d'horizon scintillant derrière lui alors qu'il versait 2 verres de vin. Je lui ai tendu le téléphone sur le comptoir. Il a parcouru la publication, sa mâchoire se crispant, ses yeux vers s'assombrissant. « Ils veulent faire de toi le bouc émissaire, dit-il. Mais tu n'as pas à te battre à leur manière. Qu'est-ce que je suis censé faire ?» Ma voix s'est brisée. Rester silencieuse pendant qu'il me crucifie. Il a posé le verre et m'a attiré près de lui. Parfois, la meilleure vengeance n'est pas de crier plus fort, c'est de vivre si bien qu'ils s'étouffent avec leurs propres mensonges. Son calme m'a apaisé, mais à l'intérieur, je tremblais encore. Pour une fois, cependant, je l'ai cru. 2 nuits plus tard, il m'a emmené à Neuilly-sur-Seine pour rencontrer son père. Le domaine des Cole était plus un musée qu'une maison. Des arches en pierre, des pelouses tentaculaires, une fontaine à l'entrée scintillant sous le clair de lune. À l'intérieur, Guillaume Cole m'a serré la main fermement, les yeux aussi vifs que ceux de son fils, mais plus âgé, mesuré. Nous nous sommes assis dans un bureau tapissé de livres reliés en cuir. « Je vais être direct, » dit-il en joignant les mains. « Étienne me dit que votre famille est compliquée. » J'ai ri amèrement. C'est une façon de le dire. Son regard a tenu le mien, stable, sans vaciller. Alors dites-moi, Rachel, les voulez-vous à votre mariage? La question m'a prise au dépourvu. Mon souffle s'est coincé dans ma poitrine. Un instant, j'ai vu le sourire narquois de mon père, je l'ai entendu déclarer que je ne me marierais jamais. J'ai vu ma mère tordre la vérité en performance, ma sœur souriant narquoisement en posant en soi. Non, ai-je dit finalement, ma voix ferme même si mes mains tremblaient sur mes genoux. Il ne mérite pas cette place. Guillaume s'est penché en arrière, un lent sourire se formant. Bien. Parce que le moment venu, je veux que vous marchiez dans cette allée en sachant que vous avez choisi qui se tenait à vos côtés. Et vous aurez le plein soutien de cette famille pour que cela se produise. Quelque chose s'est détendu dans ma poitrine, fragile mais réel. Un sentiment d'être ancré, choisi, non par obligation mais par respect. De retour à Paris quelques jours plus tard, je me suis assise à ma propre table de cuisine, des enveloppes étalées devant moi. Les noms que j'aimais coulaient facilement de mon stylo. Grand-mère Jeanne. Tante Marguerite, mes cousines Émilie et Chloé qui m'avaient glissé des mots secrets d'encouragement lors des dîners de fête. Mais quand j'ai cherché les noms de mes parents, ma main s'est figée. Le stylo a plané, puis s'est immobilisé. Lentement, je l'ai posé. L'espace sur l'enveloppe est resté vide. Alors que je fixais l'endroit où leur nom aurait pu être, mon téléphone a vibré. Un SMS de mon père, tu peux jouer à la poupée tant que tu veux, personne ne se souciera de ton petit mariage. Mes doigts tremblaient, mais un rire est sorti, sec et instable. J'ai refermé le téléphone, glissant l'enveloppe de côté. Mon cœur battait la chamade, mais le tremblement dans mes mains ressemblait moins à de la peur qu'à du feu. Debout près de la fenêtre, les lumières de la ville clignotant contre le noir, j'ai murmuré dans la vitre, au fantôme de sa voix dans ma tête. Tu verras. Le diamant à mon doigt a jeté un éclair dans le reflet, brillant et provocateur. La lumière du matin inondait les stores de l'appartement d'Étienne, se posant sur les enveloppes ivoire étalées sur la table de la salle à manger. Assise là, en robe de chambre, un stylo à la main, mon estomac était noué alors que j'écrivais les noms des personnes qui comptaient vraiment. Grand-mère Jeanne, tante Marguerite, mes cousines Émilie et Chloé,
quelques amis du travail qui m'avaient soutenu à travers toutes les tempêtes. L'encre dorée coulait doucement sur le papier épais. Mais lorsque j'ai atteint les enveloppes destinées à mes parents et à Victoire, ma main s'est figée. Le silence pesait lourdement. J'ai posé le stylo et laissé l'espace vide. Ce n'était pas un accident, c'était un choix. La porte s'est ouverte derrière moi. Étienne revenait avec 2 cafés du bistrot d'en bas. Il en a posé un à côté de mon coude, a embrassé le sommet de ma tête et a jeté un coup d'œil aux enveloppes. « C'est tout ? C'est tout ?» ai-je dit, ma voix plus ferme que prévu. Il a souri, sans pitié, sans questionnement, simplement constant. « Bien. Alors nous pouvons nous concentrer sur ceux qui célébreront vraiment avec nous. » À midi, nous étions dans la région de Bordeaux. Étienne avait insisté pour que je voie le château que son père nous avait offert pour notre mariage. Un domaine tentaculaire entouré de rangées de vignes, avec des murs en pierre blanche et des jardins débordant de roses. Au moment où je suis sortie de la voiture, l'air épais de lavande et de soleil chaud, ma poitrine s'est serrée. C'était comme entrer dans un rêve que je ne pensais pas avoir le droit de faire. À l'intérieur, une organisatrice de mariage nous a guidés à travers des salles caverneuses bordées de lustres et d'arches. Elle parlait de plans de table et d'arrangements floraux, mais tout ce que j'entendais, c'était l'écho de la voix de mon père. « Personne ne se souciera de ton petit mariage. » J'ai regardé les sols en marbre, la terrasse surplombant des vignes sans fin, la salle de bal brillant d'une lumière dorée, et j'ai murmuré dans ma tête. Il avait tort. Tellement tort. Plus tard dans l'après-midi, je me tenais sur une estrade dans une boutique, enveloppée de couches de dentelle ivoire. La robe m'épousait comme si elle m'avait attendue depuis toujours. J'ai regardé dans le miroir, m'attendant à voir la fille invisible de chaque réunion de famille, celle qui avait été poussée à l'arrière-plan. Au lieu de cela, une femme me regardait en retour, forte, lumineuse, sans peur. Émilie et Chloé, qui avaient pris l'avion pour m'aider, ont applaudi, s'exclamant. « Tu ressembles à une reine » a haleté Chloé. Émilie s'est essuyé les yeux, secouant la tête. « Enfin, Rachel. Enfin. Ils n'ont plus le droit de te cacher. » Ma gorge s'est nouée. Pour une fois, j'ai laissé les larmes couler, non pas pour ce que j'avais perdu, mais pour ce que j'avais enfin trouvé. Ce soir-là, en rentrant chez moi, mon téléphone a vibré avec un message d'une cousine. « Éloignée. Ta mère est dévastée, elle n'a pas reçu son invitation. Es-tu sûr de vouloir lui faire ça ?» J'ai fixé l'écran, la colère montant en moi. Lui faire ça? Elle m'avait effacé du mariage de Victoire sans hésitation, et pourtant, c'est moi qui étais accusée de cruauté pour avoir choisi ma propre paix. Étienne a vu mon visage, a délicatement pris le téléphone de ma main et a lu le message. Sa mâchoire s'est crispée. Ils tourneront ça comme ça les arrange. Mais souviens-toi, c'est ta journée. Tu ne leur dois rien. Ces mots m'ont apaisé, bien que la douleur pulse encore. J'ai pensé aux années que j'avais passées à me contorsionner pour mériter leur approbation. Maintenant, ils exigeaient d'être inclus, non par amour, mais pour les apparences. Et je disais enfin non. Quelques jours plus tard, les appels ont commencé. La voix de mon père, sèche et autoritaire. Cette famille doit être unie. Sais-tu ce que les gens disent? Si tu as un peu de bon sens, tu nous laisseras assister. C'est plus grand que toi. J'ai serré le téléphone plus fort contre mon oreille, ma voix calme. Ce n'est pas plus grand que moi, papa. C'est le mien. Il y a eu une pause, puis son rire, froid, dédaigneux. Tu penses vraiment que quelqu'un s'en soucie? Le mariage de ta sœur était l'événement de l'année. Le tien sera une note de bas de page, si on le remarque. Ma poitrine s'est serrée, mais je ne l'ai pas laissé l'entendre. On verra bien, ai-je dit, et j'ai raccroché. Ce soir-là, comme si l'univers m'avait entendu, un appel est venu d'un journaliste du magazine Le Monde de la Tech. Il voulait faire un reportage sur les innovations d'Étienne, pour la première fois, présenter la fiancée derrière l'homme. Mon estomac s'est noué. Je savais ce que cela signifiait. Mon visage, mon histoire, seraient exposés. Ma famille ne pourrait plus prétendre que j'étais invisible. Quand je l'ai dit à Étienne, il m'a regardé avec ce feu constant dans les yeux. Tu n'as plus à te cacher, Rachel. Laisse-les te voir. Laisse le monde voir la vérité. J'ai passé la nuit éveillée, fixant le plafond, mon esprit partagé entre la peur et l'exaltation. Si je sortais de l'ombre, il n'y aurait pas de retour en arrière. Mais peut-être que c'était le but. Le lendemain matin, alors que la ville se réveillait derrière ma fenêtre, j'ai pris mon journal et j'ai écrit une seule ligne sur la page. La justice ne vient pas en leur plaisant, elle vient en vivant librement. Au moment où l'encre séchait, mon téléphone a de nouveau vibré. Un SMS de ma mère, si tu oses nous humilier, tu le regretteras. Ma main a tremblé, mais ensuite j'ai posé le téléphone face contre table. Pour une fois, je n'ai pas ressenti de peur. J'ai ressenti du feu. J'ai regardé la bague à mon doigt, la captant comme une étincelle, et j'ai murmuré à la pièce vide. Non. Cette fois, c'est vous qui le regretterez.
L'email est arrivé juste après le déjeuner, enfoui entre les rapports financiers et les mises à jour des clients. J'ai failli le manquer jusqu'à ce que l'objet attire mon attention. Demande de reportage, le monde de la tech. Mon pouce est accéléré en l'ouvrant. Les mots dansaient devant moi, nous aimerions faire le portrait d'Étienne Cole et de sa fiancée pour un article de couverture exclusif. Pendant un instant, je suis resté là à fixer l'écran, mon café refroidissant sur le bureau. Moi, la fille que ma famille avait qualifiée de fauteuse de troubles, effacée d'un mariage comme si j'étais une honte, maintenant invitée à faire la une avec un homme que l'industrie appelait un visionnaire. J'ai fermé la porte de mon bureau, me suis adossé contre elle et j'ai laissé échapper un souffle tremblant. Ce soir-là, Étienne m'a trouvé à la table de la cuisine, l'email toujours ouvert sur mon ordinateur portable. Il l'a parcouru rapidement, puis m'a regardé avec un sourire qui n'était que de l'encouragement. « C'est ça, Rachel. Tu mérites d'être vue. » Mes mains se sont tordues. Mais ils diront que je t'utilise. Ils vont déformer la situation. Ma mère a déjà convaincu la moitié du quartier que je suis égoïste. Étienne m'a pris par la main, me relevant le menton jusqu'à ce que je n'ai d'autre choix que de croiser son regard. « Laisse-les faire. Tu as vécu sous leur version de toi pendant trop longtemps. Maintenant, le monde va voir la vérité. » 2 semaines plus tard, nous nous tenions sur les marches en pierre du château des Cole à Bordeaux, les flashs des appareils photo crépitant dans toutes les directions. Une styliste ajustait mes cheveux, épinglait la robe de soie à ma taille et me positionnait à côté d'Étienne tandis que le photographe aboyait des instructions. L'odeur des roses flottait dans l'air, le vignoble s'étendant, vert et infini, derrière nous. « Parfait, Rachel, » dit le photographe en baissant son appareil. « Vous avez le genre de visage qui raconte une histoire. Ne vous en cachez pas. Pour une fois, je n'en avais pas envie. » Lors de l'interview, la journaliste a posé des questions sur les innovations d'Étienne, la trajectoire de son entreprise, sa vision pour l'avenir. Puis son regard s'est tourné vers moi. « Et vous, Rachel, qu'est-ce que ça a été de se tenir à ses côtés pendant tout ce temps ?» J'ai hésité, mais la main d'Étienne a serré la mienne. Ma voix s'est affermie. Je sais ce que c'est d'être négligée, rejetée. Mais Étienne ne m'a jamais laissé me sentir petite. Il m'a vue, et ensemble, nous avons construit quelque chose que personne ne peut effacer. Les yeux de la journaliste se sont adoucis tandis qu'elle griffonnait des notes. C'est puissant. Au moment où la séance photo s'est terminée, j'étais épuisée mais pleine d'entrain. Pour une fois, je n'étais pas invisible. Mais mon téléphone racontait une autre histoire. Les notifications s'empilaient, des dizaines de SMS, d'appels manqués. Quand j'ai ouvert le premier, c'était de ma mère. « Qu'est-ce que tu fais à te pavaner dans la presse? Tu humilies cette famille. Rentre à la maison et arrête cette folie. » J'ai fait défiler. Un autre de mon père, « Tu crois pouvoir tromper les gens, mais personne ne se souciera de toi. Tu n'auras jamais un mariage heureux, Rachel. Retiens bien mes mots. » J'ai fixé l'écran jusqu'à ce que les lettres se brouillent. La même phrase qu'il m'avait crachée au visage des semaines plus tôt, maintenant ressuscitée en noir et blanc. Ma gorge s'est nouée, mais j'ai senti la main d'Étienne sur mon dos, me réconfortant. « Ils verront bien assez tôt, » dit-il calmement. Le magazine est sorti le lundi suivant. Notre photo dominait la couverture. Étienne, impeccable dans un costume bleu marine, moi, dans une robe ivoire, nos yeux se fixant, sous le titre « La fiancée secrète du visionnaire de la tech Étienne Cole ». Internet s'est enflammé en quelques heures. Des articles disséquaient mon passé, les spéculations allaient bon train. Les commentaires affluaient. Certains me louaient, « Elle est magnifique. Elle a l'air forte. Enfin quelqu'un d'authentique. » D'autres étaient cruels, croqueuses de diamants. Fauteuses de troubles déguisés. Mais je continuais de faire défiler, mon cœur battant la chamade, parce que sous le bruit, il y avait la vérité, je n'étais plus invisible. Le soir, une autre tempête a éclaté. Ma cousine a envoyé une capture d'écran du dernier post Facebook de ma mère. En tant que parents, nous ne pouvons que prier pour notre fille Rachel, qui a choisi de s'éloigner de nous. Nous l'aimons, mais elle insiste pour créer des problèmes. Pourtant, nous pardonnons. Pardonner. Le mot m'a presque étouffée. Il m'avait si parfaitement dépeinte en méchante, se pavanant maintenant en saint devant un public qui ne connaissait pas la vérité. Mais cette fois, les commentaires n'abondaient pas dans leur sens. Vous ne l'avez pas exclue du mariage de Victoire? Si vous l'aimiez, pourquoi n'était-elle pas là? Le vent tournait. Plus tard dans la nuit, blotti sur le canapé avec Étienne, j'ai regardé la télévision rediffuser des extraits de nous à la séance photo, nos sourires figés à l'écran. La voix du présentateur flottait par-dessus les images. La Parisienne Rachel Adams, autrefois une figure discrète, entre maintenant sous les feux des projecteurs en tant que fiancée du milliardaire Étienne Cole. Le téléphone a de nouveau vibré. J'y ai jeté un coup d'œil. 55 appels manqués. Mère, père, Victoire. Leurs noms s'empilaient les uns après les autres, implacables.
J'ai posé le téléphone face contre table sur la table basse. Ma poitrine se soulevait et s'abaissait avec une régularité que je n'avais pas ressentie depuis des années. Ils peuvent appeler autant qu'ils veulent, ai-je murmuré, mais je ne réponds pas. Pas cette fois. Étienne m'a serré contre lui, sa voix basse à mon oreille. Parce que maintenant, Rachel, c'est ton histoire. Pas la leur. Le diamant à mon doigt a capté la lumière de la télévision, scintillant comme une promesse. Et je me suis autorisée à le croire. Le matin après la parution du magazine, mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Email, SMS, demande d'interview, tout le monde voulait un morceau de l'histoire. Mais enfoui sous ce flot, un message a fait se tordre mon estomac. Rachel, nous devons parler. Retrouve-moi au café sur la 5e. Je l'ai fixé un long moment, le pouce hésitant. Ma sœur. La même qui avait souri alors que j'étais effacée de son mariage voulait maintenant parler. Contre tout instinct me hurlant de l'ignorer, j'ai tapé en retour un seul mot. D'accord. Le café était à moitié vide quand je suis entrée, le sifflement des machines à expresso remplissant le silence. Victoire était assise près de la fenêtre, vêtue d'un manteau camel, un sac de créateur affalé contre sa chaise. Pour une fois, elle n'avait pas l'air impeccable. Ses cheveux étaient détachés, ses yeux cernés par la fatigue. Elle n'a pas perdu de temps. Tu as fait sensation. Je me suis glissée sur le siège en face d'elle, croisant les bras. C'est une façon de le dire. Son regard s'est nerveusement tourné vers le barista avant qu'elle ne se penche. Écoute, la famille a des difficultés. Papa a été acculé au cercle, les investisseurs chuchotent, et la start-up de Daniel. Elle s'est interrompue, se mordant la lèvre. Ce n'est pas bon. Ma poitrine s'est resserrée. Bien sûr. C'est donc pour ça que tu m'as demandé de venir. Pas parce que tu t'es soudain souvenu que tu avais une sœur. Victoire Tressali. Rachel, ce n'est pas comme ça. Tu ne comprends pas la pression. Vous pensiez que me couper rendrait tout plus facile, ai-je lâché. Et maintenant que vous vous noyez, je suis soudainement utile. Elle a dégluti difficilement, les yeux brillants. Si tu pouvais juste parler à Étienne, ou à son père. Une seule introduction pourrait nous sauver. Je l'ai regardée, stupéfaite par son audace. Tu m'as effacé de ta vie, de ton mariage parfait, et maintenant tu veux que je nettoie tes dégâts. Sa voix s'est brisée. Je dirai à maman et papa de reculer. Je les forcerai à s'excuser. S'il te plaît, aide-nous. Je me suis penchée en arrière, un rire amer s'échappant de mes lèvres. Des excuses en échange d'un sauvetage. Ce n'est pas de la famille, Victoire. C'est une transaction commerciale. Ses épaules se sont affaissées, la suffisance qui définissait autrefois son visage remplacé par le désespoir. Mais mon esprit est revenu à cette nuit chez eux, à ces mots froids, c'était mieux comme ça. Je n'oublierai jamais. Je me suis levée, enfilant mon manteau. Tu voulais un monde sans moi. Félicitations. Vis dedans. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais aucun son n'est sorti. Je suis partie, la laissant avec son latin tact et son empire en décomposition. De retour à mon appartement, les appels manquaient d'eux. Mes parents s'empilaient comme une tour de fantômes. Le message vocal de mon père était sec, tranchant. Rachel, cela a assez duré. Arrête de nous embarrasser. Laisse-nous assister à ton mariage, et nous pourrons restaurer le nom de la famille. Celui de ma mère a suivi, son ton dégoulinant de douceur. Ma chérie, réfléchis bien. Tout sera plus facile si tu nous laisses simplement entrer. Les familles guérissent, souviens-toi. J'ai appuyé sur supprimer pour chacun d'eux, la gorge serrée. Les familles guérissent? Les familles effaçaient une fille pour en célébrer une autre? Riel en la traitant de fauteuse de troubles? Ce soir-là, Étienne est rentré et m'a trouvé faisant les 100 pas dans le salon. Ils n'arrêteront pas, lui ai-je dit. D'abord Victoire, maintenant mes parents. Tout ce qu'ils voient, c'est un levier, pas moi. Il m'a prise dans ses bras. Alors dis non. Tu ne leur dois rien. Je sais, ai-je murmuré, la voix tremblante. Mais une partie de moi veut toujours qu'ils me veuillent, pour moi. Étienne m'a relevé le menton, les yeux brûlants et stables. Rachel, ils ne le feront jamais. Mais tu as construit quelque chose de plus fort. Avec moi. Avec les gens qui t'ont choisi. C'est ce qui compte. Le week-end suivant, nous avons assisté à un dîner de charité au centre de Paris. La salle de bal bourdonnait de conversations, les verres en cristal tintant alors que nous entrions. Les flashs ont crépité et la voix de l'annonceur s'est élevée. Veuillez accueillir Étienne Cole et sa fiancée, Rachel Adams. J'ai souri, marchant la tête haute à ses côtés. Pour une fois, l'attention ne m'a pas étouffée, elle me semblait méritée. Mais à mi-chemin de la soirée, je les ai repérés. Mes parents, assis à une table de l'autre côté de la pièce, les yeux fixés sur moi. Le sourire de ma mère était crispé, la mâchoire de mon père tendue. Victoire était assise entre eux, pâle, son regard fuyant nerveusement. Pendant l'entracte,
Ils m'ont acculé dans le couloir près des toilettes. La voix de mon père était basse mais urgente. Rachel, écoute. La presse nous fait passer pour des monstres. Si tu ne veux pas te réconcilier par amour, pense au moins à la réputation de la famille. Laisse-nous être à tes côtés à ton mariage. C'est tout ce que nous demandons. Je l'ai regardé, le même homme qui avait ri à mon visage et m'avait dit que personne ne m'épouserait jamais. C'est tout ce que vous demandez? Vous voulez que je répare votre image. Pas ma vie, pas mon cœur. Votre image. Ses narines se sont dilatées. Tu es déraisonnable. Non, ai-je dit, ma voix calme et tranchante. Je suis enfin claire. Ma mère a touché mon bras, ses yeux brillants. Rachel SILT plate. Les gens pardonneront si tu nous laisses montrer que nous sommes unis. Tu le regretteras si tu nous exclus. J'ai doucement repoussé sa main. J'ai déjà regretté beaucoup de choses. Mais plus maintenant. J'ai tourné les talons, mes chaussures claquant contre le marbre, les laissant là, stupéfaits, dans le couloir. Quand je suis retournée dans la salle de bal, Étienne m'attendait. Il a lu la tempête sur mon visage sans demander et a simplement pris ma main. Alors que la musique enflait, il a murmuré « Tu l'as fait. Tu n'as pas flanché. » Je me suis pressée contre lui, ma poitrine se soulevant régulièrement pour la première fois depuis des jours. La vérité était indéniable, ils avaient besoin de moi maintenant, plus que je n'avais jamais eu besoin d'eux. Plus tard dans la nuit, de retour à la maison, j'ai posé mon téléphone sur la table et les regardé s'allumer encore et encore avec leurs appels désespérés. Je n'ai pas répondu. Au lieu de cela, j'ai murmuré à la fenêtre sombre, 30 ans à être leur pensée secondaire, et seulement 3 semaines pour renverser la situation. Ce n'est que le début. La ville brillait dehors, vivante de possibilités, et, pour une fois, je me sentais vivante avec elle. La nuit du gala de la Tech de Paris est arrivée avec un froid qui balayait le front de scène. Des projecteurs parcouraient le ciel au-dessus du centre de congrès en verre, et des voitures de luxe s'arrêtaient les unes après les autres, déversant l'élite la plus raffinée de la ville. La main d'Étienne reposait sur la mienne alors que notre chauffeur ouvrait la portière. Le son des clics d'appareils photo fut immédiat, une rafale de flash étincelant contre l'air froid. « Monsieur Cole, Mademoiselle Adams, par ici !» cria une photographe, sa voix engloutie par le bourdonnement croissant. J'ai marché sur le tapis rouge, ma robe bleue nuit captant la lumière, mes talons claquant contre la pierre à chaque pas délibéré. Étienne se pencha près de moi, murmurant « Tu vas gérer !» J'ai hoché la tête, bien que mon poutonne à l'intérieur. La salle de bal brillait sous des lustres en cristal, des tables dressées de nappes ivoire et garnies d'or. L'air sentait le champagne et les roses. Des murmures nous ont suivis alors que nous nous dirigions vers l'avant, où la voix de l'annonceur s'est élevée. Veuillez accueillir notre invité spécial, Étienne Cole, et sa fiancée, Rachel Adams. Des applaudissements ont balayé la salle. Pour une fois, les regards sur moi n'étaient pas dédaignés. Ils étaient attentifs, curieux, peut-être même admiratifs. Mais c'est alors que je les ai vus. À une table près de la scène, mes parents étaient assis, leur posture rigide, les visages tendus par un calme forcé. Et à côté d'eux, Victoire, dans une robe de soie pâle, les lèvres incurvées en un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Cette vision m'a coupé le souffle. Je me suis forcée à regarder devant moi, à m'asseoir à la table assignée à Étienne et moi, mais leur présence me brûlait la peau. À mi-chemin de la soirée, alors qu'Étienne se levait pour parler d'innovation et de philanthropie, ma mère s'est approchée de moi. Elle tenait une flûte de champagne, son sourire assez brillant pour aveugler les caméras qui pivotaient vers nous. « Rachel » roucoulatait-elle en me saisissant la main. « Chérie, quel plaisir de te voir. » Sa poigne était ferme, ses jointures pâles. Je me suis penchée, la voix basse et tranchante. « Ne fais pas ça. Pas ici. » Elle a incliné la tête, les yeux brillants. « Tu vas tout gâcher si tu te retires. » Souris pour les caméras. Ma poitrine s'est resserrée, mais j'ai arraché ma main. « Vous avez déjà tout gâché, » ai-je dit, juste assez fort pour qu'elle l'entende. Une lueur de panique a traversé son visage, mais avant qu'elle ne puisse répondre, mon père s'est matérialisé. Sa voix était un sifflement. « Tu nous fais passer pour des imbéciles. Veux-tu que le monde pense que tu as abandonné ta famille ?» Je l'ai regardé droit dans les yeux, ma voix calme. « Je n'ai abandonné personne. Vous m'avez abandonné bien avant ça. » Avant que l'un ou l'autre ne puisse répondre, un journaliste est apparu, carnet en main. « Excusez-moi, Rachel, juste une question. Est-il vrai que vos parents n'assisteront pas à votre mariage ?» Les lumières semblaient devenir plus chaudes, les conversations se taisaient autour de nous. La main de ma mère a de nouveau tressailli vers la mienne, mais je me suis avancée. Mon mariage est une question d'amour et de soutien. Seuls ceux qui nous souhaitent sincèrement du bonheur seront là. Un murmure a balayé la salle, quelques personnes ont même applaudi doucement. Le visage de mon père s'est assombri, cramoisi. Le sourire de ma mère a tremblé comme du verre sur le point de se briser. Victoire s'est soudainement levée de leur table, glissant vers nous, sa robe murmurant sur le sol.
Excusez-moi, dit-elle doucement, s'adressant à la foule. Ma sœur peut être sensible, mais notre famille l'aime. Nous l'avons toujours aimée. Quelque chose en moi a craqué. De l'amour, ai-je dit, ma voix résonnant plus fort que prévu. C'est comme ça que vous appelez le fait de m'effacer de votre mariage? De sourire pendant que toute la famille portait un toast et prétendait que je n'existais pas? Des halètements ont traversé la salle de bal. Le sourire de Victoire a vacillé, puis est revenu, fragile. Tu ne comprends pas? Non, AIJ Coupe. Je comprends parfaitement. Vous vouliez une image parfaite sans moi. Eh bien, maintenant, l'image a changé. Le maître de cérémonie s'est empressé de ramener l'attention sur le programme, mais les chuchotements se sont répandus comme une traînée de poudre. Les téléphones se sont levés, capturant chaque sourire étrange, chaque mot blessant. Mes parents se sont retirés vers leur table, les visages figés, tandis que Victoire est restée là, les yeux écarquillés, avant de tourner brusquement les talons. Quand Étienne est revenu à mes côtés, les applaudissements de son discours résonnant encore faiblement, il a lu mon expression instantanément. Il a passé un bras autour de ma taille et a murmuré « Tu as tenu bon ». Nous avons quitté le galato, glissant dans la voiture alors que le brouhaha de la foule nous suivait. Mon téléphone s'est allumé de notifications avant même que nous n'atteignions le périphérique. Les titres d'actualité tournaient déjà en ligne, la rupture de la famille Adams éclate au gala de la tech, la future mariée Rachel Adams s'exprime. Je me suis penché en arrière contre le siège, le souffle court, le cœur battant la chamade. Pendant des années, j'avais avalé mes mots, gardé le silence, maintenu la paix à mes dépens. Mais ce soir, j'avais dit ce qui devait être dit. À voix haute, devant le monde entier. Etienne Sarah, ma main. Il ne s'attendait jamais à ce que tu t'élèves. C'est pour ça qu'il panique. Je me suis tourné vers la fenêtre, les lumières de Paris scintillant contre la baie. Mon reflet me fixait, les yeux vifs, plus hantés. Ils ont essayé de m'effacer. Ai-je murmuré, la voix stable maintenant. Mais maintenant, le monde me voit. Et je ne disparaîtrai plus. La nouvelle du gala s'est répandue plus vite que je n'aurais pu l'imaginer. Au lever du soleil le lendemain matin, les gros titres inondaient tous les flux d'actualité. La mariée fauteuse de troubles confronte sa famille au gala de la tech de Paris. Rachel Adams brise le silence sur sa rupture familiale. Ma photo, le menton levé, les yeux flamboyants, était placardée sur des sites d'information qui n'avaient jamais prononcé mon nom auparavant. Mais je n'étais pas la seule à être scrutée. L'entreprise de mon père a été entraînée sous les feux des projecteurs. Les commentateurs ont remis en question son leadership, murmurant des accusations d'hypocrisie. S'il ne peut pas gérer sa propre famille, écrivait un chroniqueur, comment peut-il gérer des partenariats de plusieurs millions d'euros? À midi, un investisseur s'était retiré, invoquant l'instabilité de la réputation. Au bureau, les chuchotements me suivaient, mais cette fois, ils n'étaient pas pleins de pitié. Une collègue s'est penchée vers moi alors que je me versais un café. Tu sais, Rachel, je pense que tu as été courageuse. Beaucoup d'entre nous ont vu ce clip. Elle m'a fait un signe de tête qui semblait plus lourd que des applaudissements. Le respect. La chose que j'avais poursuivie toute ma vie était enfin mienne, sans qu'il ne me l'accorde. Ce soir-là, assise sur mon balcon, la skyline de Paris brillant comme des lucioles sur l'eau, mon téléphone a sonné. Victoire. J'ai failli laisser le répondeur, mais la curiosité l'a emporté. Sa voix s'est brisée dès que j'ai répondu. Rachel, SILT plate. Nous devons nous voir. C'est grave. Tout s'effondre. Contre mon meilleur jugement, j'ai accepté. Le café était sombre, rempli de l'odeur de grains brûlés et de vieux bois. Victoire était assise dans le coin, pâle sous la lumière jaune, ses mains serrées autour d'un gobelet en papier qu'elle n'avait pas touché. Quand elle a levé les yeux, ses paupières étaient gonflées, son eyeliner avait coulé. « Merci d'être venue » a-t-elle murmuré. Je me suis glissée sur la chaise en face, croisant les bras. « Dis ce que tu as à dire. » Ses lèvres tremblaient. La start-up de Daniel, elle s'effondre. Les investisseurs se retirent. Nous sommes noyés sous les dettes. Si tu pouvais parler à Étienne ou à son père, juste une introduction, un appel. L'audace m'a fait rire, un rire sec et sans humour. Alors maintenant, je suis utile? Après que tu m'aies exclu de ton mariage, après que tu les aies laissés me traiter de problème pendant 30 ans, maintenant tu as besoin de moi. Les larmes ont rempli ses yeux. Je ne savais pas quoi faire. Je voulais juste que les choses soient parfaites. Mais je te jure, si tu nous aides, Elle a dégluti. Je convaincrai maman et papa de changer, de te donner enfin ce que tu mérites. Je me suis penchée en avant, ma voix basse, chaque mot acéré. Tu n'as pas le pouvoir de me donner ce que je mérite. Tu ne l'as jamais eu. Et tu ne négocieras plus jamais mon existence comme une monnaie d'échange. Son visage s'est décomposé. Un instant, j'ai cru que je pourrais ressentir de la pitié, mais tout ce que j'ai ressenti, c'était de la libération.
Je me suis levée, enfilant mon manteau. Tu as choisi ton monde parfait sans moi. Vis dedans. Elle a tendu la main comme pour m'arrêter, mais je suis partie, le son de ses sanglots étouffés me suivant dans la nuit. Quand je suis rentrée à la maison, la tempête n'avait pas diminué. 2 messages vocaux attendaient. La voix de mon père, sèche, autoritaire. Rachel, ce cirque a assez duré. Laisse-nous assister à ton mariage. Nous pouvons restaurer le nom de la famille. Le second, celui de ma mère, mielleux et doux. Chérie, réfléchis bien. Les familles peuvent guérir si tu les laisses faire. Ne gâche pas cette chance. J'ai appuyé sur supprimer pour les deux, mon pot régulier. Plus tard, alors qu'Étienne et moi mangions des plats à emporter sur le canapé, je lui ai tout raconté. Il a écouté tranquillement, ses yeux ne quittant jamais les miens. Quand j'ai fini, il a posé sa fourchette et a dit simplement « Ils t'ont prise pour un levier. Mais tu n'es pas un levier, Rachel. Tu es libre. » Les mots ont pénétré profondément, apaisant une partie de moi encore à vif. 2 nuits plus tard, la tempête est venue à ma porte. Un coup sec et insistant a fait trembler la porte. J'ai ouvert et j'ai trouvé mes parents là, leurs manteaux serrés contre le froid, les visages tirés. Le ton de mon père était mesuré, mais ses yeux brûlaient. « Rachel, ça suffit. Nous devons parler. » J'ai croisé les bras. « Parlor ?» Il a jeté un regard à ma mère avant de continuer. « La presse nous détruit. Si tu nous permets d'être présents à ton mariage, publiquement, visiblement, nous pourrons tous sortir de cette situation avec dignité. » J'ai failli rire. La dignité. C'était ce qu'il voulait sauver. Pas moi, pas les 30 ans de silence et de mépris. Sa dignité. Vous ne demandez pas à faire partie de mon mariage, ai-je dit, la voix calme. Vous me demandez de réparer votre réputation. Ma mère s'est avancée, les yeux brillants, la voix tremblante dans son rôle bien répété. Rachel, SILT played. Nous t'aimons. Les gens pardonneront, mais seulement si tu nous laisses être à tes côtés. Ne laisse pas l'orgueil ruiner ce qui reste. J'ai secoué la tête. L'amour n'efface pas quelqu'un. L'amour ne le qualifie pas de fauteur de troubles. L'amour ne le vend pas pour les apparences. La voix de mon père s'est durcie. Tu fais une erreur. Je me suis redressée, les épaules carrées. Non. Pour la première fois, je n'en fais pas. Leurs visages se sont figés, cassants et pâles. Pour une fois, ce n'était pas moi qui suppliais. J'ai fermé la porte. À l'intérieur, l'appartement était silencieux, à l'exception des battements de mon cœur. J'ai pressé mes paumes contre le bois, respirant profondément. Des années à me plier, à me briser pour m'adapter à leur version de moi, se sont terminées à cet instant. Quand je me suis retournée, Étienne était là, stable comme toujours. Il m'a prise dans ses bras. « Tu l'as fait » a-t-il murmuré. « Tu as enfin tracé la ligne. » J'ai enfoui mon visage dans son épaule, des larmes coulant, mais ce n'étaient pas les vieilles larmes de désespoir. C'étaient les larmes de quelqu'un enfin libre. Plus tard, seul près de la fenêtre, j'ai regardé les lumières de la ville scintiller contre le ciel sombre. Mon téléphone a de nouveau vibré avec leur nom, mais je n'ai pas bougé. J'ai seulement murmuré à mon reflet. Ils ont dit un jour que je n'aurais jamais un mariage heureux. Bientôt, le monde entier verra à quel point ils avaient tort. Le soleil se couchait doucement sur la région de Bordeaux, peignant les vignobles d'une brume dorée alors que les invités commençaient à arriver au domaine des Caules. Des rangées de voitures noires serpentaient sur la colline, leurs phares clignotant comme des lucioles, déversant des hommes en smoking et des femmes en robe de soirée qui scintillaient sous les dernières lueurs du jour. L'air sentait la rose et le champagne, porté par une douce brise californienne. Derrière les portes en chêne sculptées du château, j'ai pressé mes mains contre la soie de ma robe pour les calmer. Le corsage en dentelle m'enveloppait comme une armure, la longue traîne ivoire glissant sur le sol en marbre poli. Dans le miroir, une femme me fixait, qui ressemblait à peine à l'ombre à qui on avait dit qu'elle ne se marierait jamais, qu'elle n'appartiendrait jamais. « Prête ?» demanda Étienne en entrant dans la pièce, son costume bleu marine tranchant sur la lueur des bougies. Ses yeux se sont adoucis quand il m'a vue. J'ai hoché la tête, bien que ma gorge soit nouée. Plus que prête. Lorsque les portes se sont ouvertes, un silence est tombé sur la foule. Les flashs ont crépité instantanément, la lueur des lustres se déversant sur la terrasse. Grand-mère Jeanne était assise au premier rang, les mains jointes sur sa poitrine, des larmes coulant déjà sur ses joues. Tante Marguerite s'est penchée pour lui tapoter l'épaule, souriant fièrement. Émilie et Chloé ont fait un signe discret de derrière leur téléphone, leur joie non contenue. Je me suis avancée, chaque pas assuré, mon cœur battant au rythme de la musique. Pour une fois, chaque regard sur moi n'était ni jugeant ni dédaigné. Ils étaient honorants. À l'hôtel, Étienne a pris mes mains, son sourire me rassurant comme il l'avait toujours fait. Sa voix était ferme et inébranlable, « Je te choisis, Rachel. Pas pour les apparences, pas par convenance, mais parce que tu es mon foyer. » Les larmes ont brouillé ma vision, mais ma voix est sortie forte,
On m'a dit que je n'aurais jamais un mariage heureux, que personne ne voudrait de moi. Mais en me tenant ici avec toi, je sais que c'était un mensonge. Tu es ma preuve. Les mots de l'officiant se sont estompés dans le flot d'applaudissements qui a éclaté lorsque nous avons été déclarés mari et femme. Étienne m'a embrassé, longuement et sûrement, et le son des applaudissements a rugi dans la salle. Des feux d'artifice ont crépité à l'extérieur, illuminant le ciel du vignoble de gerbes d'argent et d'or. Mais au-delà des grilles, invisibles pour la plupart, je savais qu'ils étaient là. Mes parents et Victoire étaient arrivés, vêtus de leurs plus beaux atours, exigeant d'être laissés entrer. La sécurité les a repoussés, et ils sont restés là, dans le crépuscule, forcés de regarder de loin notre cérémonie diffusée en direct sur les écrans à l'intérieur. La voix de ma mère, aiguë de désespoir, portait faiblement à travers l'allée de gravier. Cela aurait dû être nous. La mâchoire de mon père s'est crispée, son visage rouge. Elle nous humilie exprès. Mais il n'y avait rien à faire. Pour la première fois de ma vie, le pouvoir était le mien. À l'intérieur, la célébration a pris de l'ampleur. La salle de bal brillait sous les lustres, de longues tables bordées de nappes ivoires, de guirlandes de verdure et de verres pétillants de champagne. La musique s'est élevée alors que la première danse commençait. Étienne m'a conduite au centre, la foule formant un cercle autour de nous. Sa main à ma taille, son regard fixé sur le mien, j'ai bougé avec une légèreté que je n'avais jamais connue. Autour de nous, les amis applaudissaient au rythme, tante Marguerite rayonnante, grand-mère Jeanne tamponnant ses yeux avec un mouchoir en dentelle. Alors que la dernière note s'est éteinte, les applaudissements ont secoué la salle. Puis l'animateur s'est avancé, microphone à la main. Mesdames et messieurs, nous avons une annonce spéciale ce soir. Le projecteur s'est allumé, projetant sur le mur du fond une couverture de magazine brillante, fraîchement imprimée. Forbes Lifestyle. La fauteuse de trouble qui a gagné l'amour et le pouvoir. La couverture nous montrait, Étienne et moi, main dans la main sous l'arche du vignoble, nos sourires assurés, le diamant à mon doigt brillant sous le soleil. Des murmures ont parcouru la salle, suivis d'acclamations. Je me suis figé, fixant l'image. Moi, en couverture d'un magazine qui n'aurait jamais écrit mon nom auparavant, me définissant maintenant non pas comme l'échec de ma famille, mais comme une femme qui s'était élevée malgré eux. Les téléphones ont vibré dans toute la salle de bal alors que les invités textotaient, tweetaient, publiaient en ligne. La nouvelle s'est répandue par vagues. L'histoire de la fille oubliée devenue l'épouse d'un milliardaire a enflammé les flux d'actualité comme une traînée de poudre. Et puis mon téléphone a vibré, encore et encore. Je l'ai sorti de ma pochette, l'écran s'illuminant si vite que je pouvais à peine lire les noms. Mon père, ma mère, Victoire. 55 appels manqués empilés les uns après les autres, les notifications affluant comme une inondation. J'ai fixé l'écran lumineux, mon reflet faible dans le verre, et pour une fois, je n'ai pas ressenti la douleur familière d'être exclu. Je me sentais libre. J'ai posé le téléphone sur la nappe en lin, intacte, et je me suis retourné vers Étienne. Sa main a trouvé la mienne, chaude et stable. Ils peuvent crier autant qu'ils veulent, murmura-t-il à mon oreille. Mais ce soir, c'est à nous. J'ai hoché la tête, le poids des années se levant alors que je laissais la musique m'envelopper. La lumière du lustre scintillait sur ma robe, sur son sourire, sur les visages de ceux qui m'avaient choisi, non par obligation, mais par amour. Je me suis penché contre Étienne alors que la salle éclatait de nouveau de rire et de musique, les sons de la joie résonnant plus fort que chaque mot cruel que j'avais jamais entendu. Pour la première fois, j'ai ressenti ce que mon père avait juré que je ne ressentirais jamais. Je me sentais heureuse. Et je savais que ça durerait. Le matin après le mariage, le monde avait l'air différent. La lumière du soleil se déversait à travers les fenêtres du domaine des Caules, scintillant sur les coupes de champagne laissées sur les tables de banquet. La faible odeur de rose et de cire de bougie flottait encore dans l'air. Ma robe était suspendue avec soin dans le coin de notre suite, sa traîne drapée comme une bannière de victoire. J'ai marché pieds nus jusqu'au balcon, téléphone à la main, et j'ai vu ce que je soupçonnais déjà. L'article de couverture avait explosé. De fauteuse de trouble à épouse d'un milliardaire de la tech, criaient les gros titres de tous les principaux médias. Notre photo sur les marches du vignoble avait été repostée des milliers de fois, disséquée, louée, l'objet de commérage. Des inconnus que je n'avais jamais rencontrés me qualifiaient de résiliente, forte, inspirante. Pour une fois, mon nom n'était pas une ombre de celui de Victoire, il était le mien, seul. Mais les éloges n'étaient pas unanimes. En faisant défiler, j'ai trouvé les autres voix, celles que je connaissais trop bien. Le texto sec de mon père, « Tu as humilié cette famille. » Réponds au téléphone. Les messages désespérés de ma mère, « Comment oses-tu nous exclure? Tu nous as embarrassés devant toute la communauté. » Le message vocal de Victoire, larmoyant mais toujours aussi tranchant, « Tu n'avais pas à nous faire ça. » J'ai posé le téléphone sur la balustrade du balcon, le vignoble s'étendant à l'infini et serein devant moi. Ils ne comprenaient toujours pas. Rien de tout cela ne les concernait. Plus tard dans la journée,
Les retombées sont devenues plus claires. L'entreprise de Charles Adams était en tendance pour toutes les mauvaises raisons. Les journalistes tournaient comme des vautours, se demandant si le scandale familial se reflétait sur son leadership. Un membre du conseil d'administration avait démissionné, un client de longue date avait rompu un contrat. Pour un homme qui se souciait plus de sa réputation que de sa fille, c'était la blessure la plus vive. Hélène ne s'en sortait pas mieux. Son image soigneusement cultivée d'épouse gracieuse et de pilier de la paroisse s'est fissurée sous l'examen public. Des captures d'écran de ses publications Facebook, celles qui me qualifiaient d'égoïste et de dramatique, ont commencé à circuler aux côtés de photos de moi sur la couverture du magazine. Les commentaires en dessous étaient impitoyables. Quelle mère! Elle a effacé sa propre fille et maintenant elle veut de la sympathie. Et Victoire, son nouveau mariage brillant avait déjà perdu de son éclat. La start-up de Daniel s'est effondrée sous le poids des dettes impayées, les investisseurs pointant l'instabilité familiale comme une raison de plus de se retirer. Leur manoir, acheté sur des promesses de succès, était maintenant en vente. J'ai regardé tout cela se dérouler, non pas avec jubilation, mais avec un calme étrange et lourd. Le karma avait fait ce que je n'aurais jamais pu faire. Le soir, mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, c'était un appel vidéo. Contre tout instinct, j'ai répondu. Leurs visages sont apparus, tous les trois, ensemble. Les yeux de ma mère étaient rouges, la mâchoire de mon père tendue, Victoire pâle et tirée. Un instant fugace, j'ai vu le portrait de famille que nous aurions pu être si les choses avaient été différentes. Mais alors mon père a parlé. Rachel, dit-il, guindé. Ça suffit maintenant. Cette querelle nous détruit. Si tu nous réintègres, si tu nous laisses apparaître à tes côtés, nous pourrons sauver ce qui reste. J'ai ri doucement, secouant la tête. Le voilà. Pas un mot sur l'amour, juste la réputation. Juste le sauvetage. Ma mère s'est penchée en avant, sa voix tremblante. Nous t'aimons, ma chérie. Les gens peuvent pardonner, mais seulement si tu nous laisses être à tes côtés. Ne laisse pas l'orgueil ruiner ce qui reste de cette famille. J'ai senti Étienne s'approcher derrière moi, sa main se posant sur mon épaule, silencieux mais stable. J'ai regardé dans la caméra, croisant leurs regards un par un. Vous n'avez pas seulement manqué un mariage. Vous avez manqué des années d'occasion. Chaque concours d'orthographe, chaque bourse, chaque promotion. Vous m'avez insulté, exclu, qualifié de problème. Et maintenant que vous avez perdu le contrôle, vous vous attendez à ce que je vous le rende. Non. J'ai fini. Les lèvres de Victoire tremblaient. Rachel, SILT played. Non, ai-je dit fermement. Tu as choisi ton camp quand tu t'es tenu dans cette salle de bal sans moi. Maintenant, je choisis le mien. J'ai mis fin à l'appel. Leurs visages ont disparu, remplacés par le reflet silencieux du mien. Un long moment, je suis restée assise là, le souffle court, le cœur battant la chamade. Puis Étienne m'a prise dans ses bras. Tu l'as fait, a-t-il murmuré. Tu t'es enfin libérée. J'ai enfoui mon visage contre sa poitrine, les larmes coulant, mais ce n'étaient pas les vieilles larmes de l'invisibilité. C'étaient de nouvelles larmes, de libération. Plus tard dans la nuit, j'ai appelé grand-mère Jeanne. Elle a décroché à la première sonnerie, sa voix chaude même à travers la ligne. Oh, ma chérie, j'ai vu les photos. Tu étais radieuse. J'ai dégluti, la gorge serrée. Grand-mère, ils ont appelé. Ils voulaient que je les laisse revenir. Elle a soupiré, le genre de soupir qui portait des décennies de sagesse. La famille, c'est ceux qui se montrent présents, Rachel. Pas ceux qui exigent une place quand ça les arrange. Tu as trouvé la tienne. Maintenant, ne l'oublie pas. J'ai fermé les yeux, laissant ces mots m'imprégner. Elle avait raison. Ma famille n'était pas celle qui avait essayé de m'effacer. C'était celle qui se tenait à mes côtés sans condition. Étienne, grand-mère, Marguerite, mes cousines, mes amis. Quand j'ai raccroché, je suis retournée sur le balcon. Le ciel nocturne s'étendait, large, les étoiles scintillant comme des promesses. En bas, les vignes bruissaient doucement, stables et enracinées. Exactement comme je me sentais enfin. Mon père a dit un jour que je n'aurais jamais un mariage heureux. Ce soir, en glissant ma main dans celle d'Étienne et en sentant la bague briller sous la lumière des étoiles, je savais qu'il avait eu tort depuis le début. J'avais non seulement un mariage, mais une vie de mon propre choix. Et c'était quelque chose qu'il ne pourrait jamais me prendre. 3 semaines après le mariage, le domaine des Cole était de nouveau calme, ses jardins ne bourdonnant plus de photographes ou d'invités, mais vivant du son plus doux des chants d'oiseaux et des feuilles qui bruissent. Assise sur la balançoire du porche avec une tasse de thé, l'air matinal vif, je regardais la lumière du soleil se déverser sur les vignobles. Le monde avait changé depuis ce jour, pourtant, ici, enveloppé de silence, je ressentais quelque chose que j'avais poursuivi pendant des années. La paix. De l'intérieur, le rire d'Étienne flottait faiblement depuis la cuisine alors qu'il se disputait avec tante Marguerite pour savoir quelle recette de tarte méritait la place d'honneur au prochain dîner de famille.
Émilie et Chloé étaient affalées sur le canapé avec des échantillons de tissu pour les décorations de Noël, bavardant avec enthousiasme. Grand-mère Jeanne était assise dans le fauteuil le plus proche du feu, son châle drapé sur ses épaules, son sourire doux alors qu'elle regardait autour de la pièce. Pour une fois, chaque visage qui m'entourait était celui de quelqu'un qui voulait que je sois là. Je suis retournée à l'intérieur, posant ma tasse. « Qu'est-ce que c'est que tout ça ?» ai-je demandé, amusée. Emily Asori. Nous planifions le premier Noël officiel à Damscole. Moins la branche toxique de l'arbre. Chloé Aglos. On pourrait même surpasser le décor du mariage de Victoire. Pas de soie, juste des guirlandes lumineuses et de la tarte. Leur rire a rempli la pièce, et je les laissais m'envahir. Pendant des années, les rassemblements avaient été des champs de mine où j'attendais la prochaine remarque cinglante, le prochain rejet. Maintenant, l'air était léger, authentique. Plus tard, lorsque les cousines sont parties et que Marguerite s'est emmitouflée dans son manteau, je suis restée avec grand-mère Jeanne près du feu. Elle a pris ma main, ses doigts chauds et parcheminés. « Ma chérie, je ne crois pas t'avoir jamais vu briller comme ça. » Les larmes me sont montées aux yeux. Je ne pensais pas que c'était possible. Pendant si longtemps, j'ai cru que la famille, c'était ceux qui me faisaient du mal. Sa prise s'est resserrée. La famille, c'est ceux qui se montrent présents. Et regarde-toi maintenant, entouré de gens qui te voient, qui te choisissent. N'en doute plus jamais. Ce soir-là, Étienne et moi avons organisé un petit dîner avec quelques amis proches. Des bougies vacillaient sur la table, l'odeur de poulet rôti et de romarin emplissant l'air. Alors que les assiettes étaient débarrassées, Étienne s'est levé, un verre à la main. « Je voudrais porter un toast », a-t-il dit, sa voix ferme mais pleine de chaleur. Son regard a trouvé le mien à travers la table. À Rachel. Elle m'a montré, et je pense à nous tous, que la force ne consiste pas à crier le plus fort ou à se plier pour correspondre au moule de quelqu'un d'autre. C'est se relever, même quand les gens les plus proches de vous essaient de vous abattre. Elle n'est pas seulement ma femme. Elle est ma partenaire, mon égale, ma preuve que l'amour l'emporte sur la cruauté. La salle a éclaté en applaudissements. Mes joues brûlaient, mais mon cœur a gonflé. Pour la première fois, les mots à mon sujet n'étaient ni barbelés ni dédaignés, ils étaient fiers, révérencieux. Après le dîner, je me suis éclipsée sur le balcon. L'air nocturne était frais, légèrement parfumé à la lavande. Je me suis appuyée contre la balustrade, laissant le calme s'installer. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Un autre message de Victoire. « Si je change vraiment, me donneras-tu une chance un jour ?» Je l'ai fixé un long moment, le cœur lourd mais stable. Je n'ai pas répondu. Le pardon, peut-être un jour. Mais pas aujourd'hui. Pas alors que la blessure était encore vive. Ce soir ne les concernait pas. Il concernait la vie que je construisais sans leur approbation. Étienne m'a rejointe, passant un bras autour de ma taille. « À quoi penses-tu » Je lui ai montré le message, puis j'ai posé le téléphone face contre table sur la balustrade. Je n'ai pas besoin de répondre. Pas maintenant. Il a embrassé ma tempe, murmurant. Exactement. C'est notre histoire, pas la leur. Les étoiles scintillaient au-dessus, infinies et indifférentes au chaos en bas. J'ai pensé à toutes les années où les mots de mon père m'ont hanté, tu n'auras jamais un mariage heureux. Ce soir, avec le bras d'Étienne autour de moi et les rires de nos amis résonnant à l'intérieur, je savais que la malédiction avait été brisée bien avant. En allant me coucher, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit « La famille, ce n'est pas le sang. La famille, c'est l'amour donné librement, le respect mérité et l'appartenance choisie. » À ceux qui écoutent maintenant, je veux dire ceci. Si on vous a déjà dit que vous n'étiez pas assez, si vous avez déjà été rejeté ou réduit au silence par ceux qui auraient dû vous chérir, souvenez-vous que vous avez le droit de choisir qui mérite votre cœur. Vous n'êtes pas ce qu'il vous appelle. Vous êtes ce que vous construisez, ce que vous aimez, ce pourquoi vous vous battez. Ceci est mon histoire, mais je sais que beaucoup d'entre vous ont la leur. Partagez-la avec moi. Je veux entendre comment vous avez trouvé votre force, comment vous avez transformé la douleur en pouvoir. Laissez vos mots dans les commentaires pour que les autres sachent qu'ils ne sont pas seuls. Et si ce voyage vous a touché, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner. Ensemble, nous pouvons continuer à raconter des histoires qui nous rappellent à tous que la justice appartient à ceux qui la choisissent. Et la famille, à ceux qui se montrent présents.